Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur Lys. Je m'appelle Bernard Lys. J'ai passé 33 ans de ma vie professionnelle dans une société située à Louvroil, société familiale, les établissements Lys, spécialisée dans la construction des machines dites machines-outils de tôlerie. Ce sont des machines destinées à travailler les tôles pour en faire des tôles planes, des tôles cintrées, du genre réservoir, et des cisaillatôles, qui ne sont jamais que des machines pour couper les grands formats de tôle, avec précision. Alors, la société Lys est une société à caractère familial, créée en 1892 par mon trisaïeul, qui était ajusteur-monteur chez Sculfort. Sculfort, fabricant de machines-outils, de tours, d'alaiseuses, de fraiseuses, et dont l'usine se situait à Maubeuge, là où il y a l'école Notre-Dame actuellement. Ce qu'on appelait à l'époque cette société la Grande Fabrique. Après s'être brouillé avec son contremaître, il a décidé de se mettre à son compte. Donc il a émigré à Louvroil et il a ouvert un petit atelier sur la place de Louvroil, derrière ce qu'il y a actuellement, qui est une pharmacie. Il y a une petite impasse et il y a encore un atelier qui était les anciens ateliers municipaux. Il a démarré là en vendant d'abord des petits outillages, des limes, des forêts, et il est devenu relativement rapidement dépositaire de petites machines manuelles ou motorisées pour travailler les tôles fines, les petites machines qu'on utilise pour les couvreurs, pour les maréchaux ferrants à l'époque. Et de là, il a commencé à faire de la propre fabrication. C'était des machines avec des bâtis en fonte et il les équipait des matériels nécessaires pour les rendre opérationnels. Alors on se trouve en 1900. En 1900, il y avait déjà à peu près une trentaine de personnes. L'usine était complète. Il y avait un bureau d'études, un service fabrication, un montage. Il fallait assembler les pièces. Et il expédiait ces machines, qui ne dépassaient pas une tonne à l'époque, sur un chariot tiré par un cheval. Et de là, on allait directement à la gare de Maubeuge, à ce qu'on appelait la petite vitesse, et on chargeait sur des wagons. Bon, il n'exportait pas, il travaillait à l'échelon national uniquement. Donc nous sommes en 1900. En 1905, il a pris avec lui ses deux fils, donc mon grand-père et son frère, qui eux étaient très disposés à reprendre l'entreprise de par leur formation. L'un était maréchal ferrant, donc c'était le forgeron. L'autre avait fait des études à Coussort, à l'école de Genepin, le fameux Genepin, bien connu comme historien, et qui avait en parallèle, on va dire, un début d'école technique. Donc là-bas, il a appris le métier de dessinateur industriel. Donc les deux frères avaient l'un la fabrication et l'autre la construction. Ils ont continué l'entreprise et ils lui ont donné une certaine importance. Tant et si bien qu'en 1908, ils ont acheté un terrain de 3 hectares dans le bas de la rue Jules Gallois, attenant à la fabrique de fer de l'époque, et ils ont monté un atelier en briques, avec des bureaux, un service social, une grange, une forge, et des matériels de production à l'époque, de façon à accueillir à peu près une soixantaine de personnes. Le programme étant toujours les machines que je viens de citer. Donc l'affaire a démarré relativement rapidement à l'échelon, on va dire, industriel. Est arrivée la guerre de 1914. En 1914, à la déclaration de la guerre, l'usine a été vidée. C'est-à-dire que tout le monde est parti, jusqu'au concierge, tout le monde est parti à la guerre. Patron en tête. L'usine a été occupée par l'autorité allemande en septembre 1914, et les Allemands, comme ils ont fait un peu partout, se sont empressés de vider les ateliers pour emmener les matériels en Allemagne.
La guerre s'est passée, hélas, avec les pertes humaines qu'on connaît. Et en 1919, tout le monde est revenu. Enfin, ceux qui avaient survécu. On a relancé la boutique. Et quand l'usine était vidée, il a fallu aller rechercher les machines de production. Ces machines de production étaient stockées à Cologne, en Allemagne. À l'époque, Cologne était sous contrôle, on va dire, militaire et économique des forces d'occupation. Et mon grand-père a passé des mois à aller rechercher ces machines avec des bons de réquisition dans des grands halls où les Allemands avaient stocké tout ce qu'ils avaient pris. Donc il a pu reprendre vers 1920 l'activité dans une usine qui était à nouveau rééquipée. La reprise s'est faite, on va dire, rapidement pour l'époque, parce qu'on était dans une période de reconstruction. Il fallait rééquiper le pays, il fallait refaire ce qui avait été démoli. Donc la reprise a été, on va dire, très forte. Vers les années 1925-26, ils se sont aperçus qu'ils étaient un peu trop dépendants de la sous-traitance. Les machines de l'époque étaient fabriquées à partir de bâtis et de châssis, les ossatures, si vous voulez, en fonte. Les fontes, ils étaient obligés de les acheter dans le bassin de la Sambre ou même au-delà. Donc les grands-parents ont décidé de faire leur propre fonderie. Donc ils ont construit un bâtiment relativement important, de façon à être autonome pour la fabrication des ossatures de ces machines. L'usine a continué toujours en s'étouffant. Ils sont arrivés vers 120, 130, 150 personnes. Les situations économiques étaient favorables jusqu'en 1929. En 1929, c'était le krach boursier et la crise européenne, pour ne pas dire mondiale. Là, l'activité a quand même ralenti. Passé la crise de 1929, on s'est retrouvé en 1936, là également, une crise économique et sociale qui s'est soldée par un arrêt de production pendant un mois avant que l'activité ne reprenne après les accords de Grenelle. Donc la situation est repartie de plus belle, mais il y avait déjà dans l'air des bruits de canon qui s'annonçaient, et on est arrivé en 1939. En 1939, la France, qui était engagée dans la drôle de guerre, a commencé à mobiliser ses industries pour en faire des industries d'armement. Donc à l'usine, on a fait des pièces pour les chars d'assaut de l'époque, pour les canons, pour les wagons, etc. Bon, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Est arrivé mai 1940, remobilisation. Les gens ont évacué, comme tout un chacun ici dans le nord de la France, mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout de 3-4 mois, tout le monde est revenu. Enfin, sauf ceux qui avaient été mobilisés et qui, pour la plupart, étaient prisonniers. On a relancé la société avec moins de personnes, mais il y avait toujours du travail, car les carnets de commandes d'avant la guerre existaient encore. En France, il fallait continuer à produire, sous contrôle, mais il fallait produire. Donc l'usine avait du travail. Le seul problème qu'ils ont eu, c'est que l'activité est passée très rapidement sous contrôle allemand. Le contrôle industriel allemand était basé à Bruxelles. Ce qui veut dire que tous les mois, tous les 3 mois, les contrôleurs militaires allemands de la production industrielle descendaient dans la cour, demandaient à voir les registres de commandes, parce qu'entre-temps, l'Allemagne commandait et sous-traitait aux industries françaises. Toutes les industries françaises ont travaillé pour les Allemands, il faut le savoir. Bon, on n'avait pas le choix. Donc, ils passaient régulièrement pour demander « et notre commande pour un tel, où vous en êtes ?» Alors, la petite histoire raconte que les grands-parents, à l'époque, faisaient exprès de dire « écoutez, il nous faut des bons de commande avec les restrictions, on n'arrive pas à avoir des fers, on n'arrive pas à avoir du cuivre, on n'arrive pas à avoir des armoires électriques. Les 3 mois de délai qu'on vous a donné pour votre commande en Allemagne, vous attendrez encore 3 mois. » Donc ça rouskaillait un petit peu
à chaque fois, mais dans l'ensemble, ça se passait relativement bien. Arrivé la fin de la guerre, la libération, ça s'est passé dans le calme à Louvoile. Il y a eu quand même des règlements de compte dans la commune, mais ça s'est passé d'une façon très honorable. L'usine n'a pas été démolie. De même qu'en 1914, l'usine n'a pas été démolie. Il y a eu des bombardements, mais ça a touché d'autres usines du bassin de la Sambre. Il n'y a pas eu de sabotage. Oui, la fabrique de fer a été démolie, même sérieusement. Nous, par chance, on est passé au travers des bombes, si on peut dire. En 1945, eh bien, les commandes sont arrivées très vite, toujours parce qu'il fallait réarmer le pays. Tant et si bien que les parents se sont trouvés devant les difficultés d'une société qui avait trop de commandes. Quand on a trop de commandes, il faut les préfinancer. Et pour les préfinancer, il faut de l'argent. Donc, si on n'a pas des acomptes suffisants ou des aides de l'État dans le cadre de ces situations exceptionnelles, c'était pas toujours évident de produire dans des délais raisonnables. Ils se sont quand même retrouvés avec des carnets de commandes à 3 ans, chose impensable. L'usine était pleine de pièces partout, il fallait produire. Alors c'était, on va dire, un siècle d'or. Ça a duré, mais pas si longtemps qu'on aurait pu croire. L'usine s'est bien remise à flot. On a modernisé l'atelier. On a racheté soit au dommage de guerre, soit des machines d'occasion, des matériels qui manquaient pour les moyens de production. L'usine s'est étoffée d'un service électrique conséquent. On a commencé un peu à faire des usinages spéciaux, notamment le traitement des aciers pour les rouleaux. Ils étaient quand même très forts techniquement, je crois. La situation était, on va dire, pléthorique. Ça a duré à peu près jusqu'en 1975. En 1975, il y a eu les soi-disant chocs pétroliers et un certain malaise qui s'est introduit chez les constructeurs européens et surtout les Français. Pourquoi? Parce que après la guerre, la concurrence a démarré très fort dans les pays limitrophes. On avait comme partenaire et comme concurrents les Italiens. Les Italiens sont très forts en mécanique. Et les Italiens commençaient sérieusement à pousser la porte d'entrée avec des prix très intéressants et des techniques avancées. Suivi les Italiens, il est arrivé les Allemands, évidemment. Les Allemands avaient un pays complètement rééquipé en moyens de production neufs. Ils étaient très bien placés. Donc les Allemands sont arrivés en territoire français comme concurrents, sans problème, avec évidemment une technique de pointe. Donc les parents se sont trouvés avec une concurrence que l'on a un peu ignorée, croyant qu'on allait faire un peu la pluie et le beau temps dans le secteur, ce qui était vrai d'ailleurs, parce qu'ils étaient très spécialisés, il n'y avait pas beaucoup de concurrence française. Mais pendant ce temps-là, la concurrence étrangère a gagné du terrain. Et c'était autant de moins de commandes qu'on a eues pour aborder cette période avant 1975.